got that steal too. And here he goes. Here we go. PG What you got? puts on Oh, the shot. yeah! Let's play pick and roll with it. Halliburton against Beverly. Here's a long three. Halliburton got it. Yeah! Oladipo the rebound. 9 seconds, 8 seconds, 7 seconds. Oladipo to win it. Another one! He got it. Another one! Another one! Victor Oladipo has given the Pacers a 1-point lead. Bonjour à toutes et à tous pour la saison 2 de Spacers Pod, le podcast qui a changé de nom. Adieu, Let's Talk Pacers, un podcast fait à la va-vite, sans qu'on se concerte, c'est la première fois, qui devient de plus en plus sérieux. Nouvelle DA comme vous avez vu sur les réseaux sociaux et nouveau nom, Spacers Pod. Bienvenue à toi, C-Web, pour cette saison 2. Eh bien, bienvenue, ça fait du bien de reprendre, là, ça fait longtemps. J'avais hâte. Effectivement, ça fait très longtemps depuis ces fameuses finales de conférence inattendues, on peut le dire. En vrai, c'était pas les prévisions de toutes et tous, mais les finales de conférence, il faut le rappeler. C'est vrai que les playoffs, on a tenu un rythme quand même assez effréné avec des previews toutes les 2 semaines. Il aura bien fallu quelques mois de pause, mais ça fait plaisir de revenir. On va parler des Pacers, nouvelle direction artistique. Ça fait du bien de reprendre, là, sur une base neuve. C'est clair, c'est vrai que pendant les finales, on a pas mal enchaîné. On a eu aussi de super invités, hein. C'était aussi pas prévu au début de cette collab, mais on a réussi à faire venir du monde et on était très contents de toutes et tous ce qui sont passés. Donc merci encore d'ailleurs à tout le monde. Et ben voilà, on va pouvoir commencer. Donc, déjà 10 matchs de fait par Indiana Pacers. On est sur un bilan de 5 victoires, 5 défaites. Un début de saison quand même assez spécial. Je pense qu'on s'attendait pas tant à ça. Il y a eu beaucoup de surprises. Je trouve très bien comment vraiment moins bien. Mais un bilan de saison voilà, de 5-5 à l'équilibre. 3e de la conférence Est, ça c'est quand même assez incroyable, malgré le début de saison. Donc, c'est quoi tes premières impressions, toi, Logan, sur ce début de saison-là des Pacers? Qu'est-ce qui se passe là? Bah, je suis mitigé. Alors, comme tu l'as dit, 3e de l'Est et 13e de toute la NBA. On a une conférence cette année qui. Les gros comme les Bucks et Sixers sont pas pour l'instant au rendez-vous. Donc on va voir, ils vont sûrement remonter, hein, la logique voudrait que. Mais premier avis plutôt mitigé, on a vu du bon, on a vu du très bon, on a vu du moins bon et du très moins bon aussi. Pour être transparent avec vous, on devait enregistrer juste après le match des Hornets, donc le mood n'était pas au rendez-vous. Là, après cette belle victoire contre les Knicks, on est un peu plus joyeux. Donc, comme on dit, Oui. les montagnes russes pour le coup, hein, vraiment avec cette équipe des Pacers pour ce début de saison. J'avoue que moi, de mon côté, après, je sais que j'ai tendance à être très très optimiste, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui, moi, m'ont fait plaisir sur ce début de saison. Il y a beaucoup de choses que je pensais pas voir aussi bien et aussi développées chez certains joueurs, même dans certaines parties du jeu, que j'ai vraiment été super surpris de voir. Donc moi, ça m'a vraiment... ok, sur le moment, je trouve ça un peu mitigé, mais je trouve que ça m'a assez bien rassuré sur le futur de ce que pourrait être Indiana, notamment avec des joueurs qui ont très bien brillé, mais ça, je pense qu'on en parlera un petit peu après. Mais peut-être qu'aussi important de dire sur ce début de saison, c'est que évidemment qu'il y a ce début de saison assez mitigé qui, pour le coup, était quand même face à des adversaires assez souvent assez solides, quoi. On a affronté du Dallas, on a affronté du Boston, on a affronté deux fois C'est New vrai. York, c'est pas non plus des petites équipes. Mais aussi, un peu le triste highlight de ces 10 premiers matchs, c'est quand même les blessures qui ont commencé assez fortement avec un début de saison où Wiseman se fait tendon d'Achille, je crois, il fait une rupture du tendon d'Achille dès son premier match, Ouais, alors qu'il était à 3 sur 3 au tir, ça c'était aussi assez terrible. D'ailleurs, c'est Isaiah Jackson qui a suivi, exact. donc Isaiah Jackson qui se fait, il me semble, la même blessure, donc c'était vraiment assez le match d'après, donc c'était assez terrible. Et là, Indiana a eu des absences, notamment de Obi Toppin, qui est blessé, de TJ McConnell qui est un peu revenu, et là, sur plus long terme, on a appris que Aaron Nesmith serait blessé 2 semaines, non, jusqu'en décembre, et justement que Andrew Nembhard, lui, serait blessé minimum 2 semaines. C'est ça, C'est exactement. aussi un peu le triste bilan. Comment, peut-être qu'on peut déjà aller commencer un peu à gratter et s'avancer sur comment est-ce que tu as aimé la manière dont Inela s'est adapté niveau ses blessures? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant, niveau rotation? Ah, le malheur des uns fait le bonheur des autres et Ah, quand on voit la capacité qu'ont les jeunes à prendre le relais, ça fait plutôt plaisir. Donc sans dire les noms, mais on va bien être obligé.
des joueurs comme Shepard qui défensivement sont plutôt impériales, des Mathurin qui explosent, des... Franchement, Jaras Walker, c'est super ce qu'on voit. Donc Mm. on a, encore une fois, je pense que au moment de faire ouais, des previews, des classements entre nous, je pense que l'argument premier des Pacers, c'est la profondeur de banc. On a vraiment cette profondeur qui permet de pallier à ces fameuses blessures, hein, et on est directement impacté. Donc, on voit directement ce qui se passe sur le terrain, quoi. C'est bien. On est content d'avoir ces joueurs de rotation. C'est nombreux joueurs de rotation parce que vraiment, c'est pas une rotation à 7 que les Pacers peuvent proposer, mais vraiment à 10, 11, voire 12 par moment. Donc ça fait vraiment plaisir. Puis même, pour aller jusque-là, on a quand même vu aussi, par exemple, Quentin Jackson, sur ces derniers matchs, qui fait des sorties qui sont assez bonnes pour un joueur de son calibre, qui a un peu d'expérience quand même, mais c'est pour dire aussi qu'Indiana, il y a quand même des joueurs qui ont réussi à prendre le relais sur les blessures assez fortement, quoi. Même des Enrique Freeman, même si le début est un peu plus compliqué aussi parce qu'on lui demande de jouer pivot dans une NBA qui est très très grande. Mais vraiment, encore surpris par la ressource d'Indiana, à chaque fois des nouveaux joueurs qui se ramènent pour combler. C'est assez plaisant là-dessus. Bon, on a vu par exemple que contre les Hornets, bah, ça n'avait pas bien marché, parce que ça manquait clairement de talent offensif. Mais là, contre les Knicks, c'était vraiment agréable surprise, quoi. Moi, il y a vraiment quelque chose que je voulais te lancer, parce que moi, je trouve ça très intéressant. Bilan après 10 matchs, moi, j'ai bien envie de savoir ton avis sur la défense d'Indiana. Parce que moi, je trouve qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses qui m'ont beaucoup surpris et très impressionnantes. Même si sur les ratings défensifs, pour l'instant, on se voit pas trop. Toi, comment est-ce que tu la conçois un peu cette défense d'Indiana et quels changements tu as pu voir cette saison? Parce que moi, j'ai plein de choses à dire. Alors moi aussi, j'ai beaucoup de choses à dire sur la défense d'Indiana. Donc comme tu disais, les ratings, on va les rappeler. Donc Indiana actuellement la 11e attaque de la ligue avec 113,7 points par 100 possessions, la 25e défense. Donc quand on regarde juste ça, ça peut inquiéter à juste titre. Mm. 25e défense avec 117,2 points encaissés. Donc ce qui reste conséquent, ça approche des 120, hein. C'est quand même conséquent, comme dit, pour un total donc le 21e au net rating avec un écart de moins 3,5. Donc, comment j'évalue cette défense? Je vois du mieux, honnêtement. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses à dire, donc Ah, j'ai des petits monologues à faire par-ci par-là, mais au global, je vois du mieux. Par exemple, je donne un exemple, Tyrese Haliburton, par exemple, je vois du mieux. oui, c'est incroyable, hein. On va en parler individuellement, bien sûr, de Tyrese, mais défense off-ball, je le trouve présent, vraiment dans sa capacité à bloquer l'accession au cercle adversaire, je le trouve plus intelligent. Il a toujours cette capacité à intercepter un ballon par-ci par-là, faire des deflections, comme on dit, hein, dévier le ballon pour qu'il aille en touche. Même son petit contre, je sais pas, je regarde même pas le stade de contre Tyrese Haliburton, mais je suis presque sûr qu'il fait un par match à chaque fois, tellement il est Mm. intéressant dans ce domaine-là. On parle pas de Giroud, bien sûr, hein, mais on-ball, c'est pas ton stopper, évidemment, donc il a encore ses lacunes, mais c'est mieux. On avait des doutes, ça commence à être une punchline. Tyrese Haliburton en défense, là c'est un petit peu mieux. Après, on a un échantillon de 10 matchs, pourvu que ça dure. Mais Mm. la vision globale, c'est un peu mieux. Bah, je trouve qu'il y a vraiment ce truc de l'énergie chez Tyrese qui a vraiment changé défensivement. Là, tu le vois, il est beaucoup plus concentré, il se bat sur des ballons, tu le vois à des endroits où tu le voyais pas l'année dernière sur le terrain, quoi. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a surpris. Moi, j'ai en tête un peu ses défenses sur les écrans. Quand il défend un écran qui est posé sur lui, il est vraiment toujours en anticipation, très actif, à communiquer avec le défenseur. Sur tout ce qui est la stratégie pour défendre les écrans. Donc, il y a plein de manières de défendre un écran, mais à chaque fois, il communique très bien. Et moi, ça m'a vraiment surpris de voir que, bah, en fait, rien qu'en mettant l'énergie et la concentration, bah, Tyrese Haliburton, ça reste un défenseur assez grand, qui a des longs bras. Donc, s'il y a du mieux, quoi. Moi, je j'ai pas vu ce défenseur ultra vulnérable qui était ciblé par toutes les défenses qu'on pouvait voir l'année dernière, quoi. Au-delà de ça, moi j'ai été, très impressionné par exemple, rien que des exemples, mais c'est Benik Mathurin qui a défendu sur Luka Doncic et c'était pas mal. On a même vu du Jarras Walker aller défendre, bah, des, Brandon Ingram, Mm. même des Luka Doncic de temps en temps. On a vu du Ben Sheppard aller défendre des meneurs, aller défendre du Jalen Brunson, des choses comme ça. Même hier, Jarras Walker, il y a une possession sur isolation en défense sur Jalen Brunson qui est assez forte. Et il y a tous ces petits flashs aussi à chaque fois, où on se rend compte qu'en fait, là où l'année dernière, Indiana, sa seule solution, c'était un peu d'envoyer Aaron Nesmith
défendre le meilleur joueur adverse. Là, il y a un peu plus d'armes et de manières de faire, et on voit que selon les profils, Indiana arrive à mieux s'adapter en défense quand l'année dernière, c'était très bon, on va envoyer notre meilleur défenseur et espérer que ça passe, pardon. Ouais. Et moi, c'est vraiment ça qui me fait, qui me donne beaucoup d'espoir aussi, c'est de voir à quel point la diversité d'Indiana vient beaucoup des progrès de ces jeunes en défense, en tout cas. Personne n'attendait à voir des Bénédicte Mathurin et des Jarvis Walker aussi forts, aussi vite en défense. Donc, bon, je dis pas que c'est des défenseurs élites, mais Mm. les progrès sont quand même assez importants, Oui. quoi. Non, c'est clair, je te rejoins sur ce point-là. Quand Mathurin, au début de saison, quand il rentrait en jeu, il était systématiquement mis sur le porteur de balle adverse. Donc, par exemple, Luka Doncic, on l'avait vu, Bronson sur les premiers matchs, il était missionné. Et pareil pour Jarrett Walker. Donc, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Où l'année dernière, comme tu l'as dit, c'était littéralement Nembhard ou Nesmith qui étaient envoyés Oui. sur le porteur de balle adverse. Là, si on peut ajouter plus de diversité et aussi avoir cette défense off-ball du coup de Nembhard et Nesmith, qui sont aussi bons dans le domaine, ça peut être intéressant. Donc si tout le monde va de l'avant, c'est let's go en fait. On est super content. Mais Mm. sans parler en parlant de manière un peu plus globale, tu sais, moi je me suis fait des petites notes, je me suis posé une question. Indiana en passe d'être une équipe plus complète, point d'interrogation. Donc je me suis appuyé sur quelques stats, ce qu'on appelle les four factors, donc les quatre facteurs, quoi, euh, qui sont ultra déterminants pendant un match. Donc l'effective field goal percentage, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose que le field goal percentage que vous connaissez, sauf que donc on compte pas les lancers francs pour cette statistique, sauf que le 3 points a une valeur ajoutée, littéralement Donc, 3 supérieur à 2, donc dans cette statistique, il est valorisé. Donc il y a cette statistique que je vais mettre en avant, il y a le free throw rate, donc la capacité d'une équipe à obtenir les fautes, le turnover percentage, donc la statistique de ballons perdus, et la statistique également de rebond offensif. Donc ces quatre statistiques-là sont ultra déterminantes dans tout simplement le jeu de possession, la capacité d'obtention de tir, etc. Donc mm. j'ai fait un petit comparo avec l'année dernière, même si je reste raisonnable, l'échantillon est petit. On a 10 matchs contre 82 l'année dernière. Donc pour parler du pourcentage, donc l'effectif field goal percentage, actuellement on est à 56,6%, soit cinquième de la ligue. Et l'année dernière, on était à 57,8%, on est monté premier de la ligue. Donc on reste quand même dans des eaux assez hautes. Donc les Oui, Pacers, c'est élite, quoi. oui, c'est élite. Les Pacers savent mettre le ballon dans le panier en étant en jeu, que ça soit à 2 points ou à 3 points. Et ça, vraiment, ça fait plaisir parce que on sait qu'au niveau de l'attaque, on a encore de la marge, surtout avec les blessés évoqués précédemment. Désolé pour le petit monologue que je vais faire, hein, Mais Simone. vas-y, moi, c'est très intéressant. Mais j'essaie d'être assez pédagogique pour que tout le monde comprenne. Ensuite, au niveau de sa capacité d'une équipe à aller chercher la faute, comme je l'ai dit, on est 13e cette année. L'année dernière, on était 26e. Donc le gap est énorme. On peut dire un grand merci à Bénédicte Mathurin notamment, hein, Mm. qui nous pousse, qui est élite plus dans ce domaine du jeu. Donc ça, c'est vraiment, même en playoff, cette capacité à aller chercher des points faciles sur des lancers francs, c'est vraiment important. La capacité à ne pas perdre le ballon aussi. Excuse-moi, tu voulais réagir peut-être? Bah oui, non, je voulais juste dire que le fait que Bénédicte Mathurin ait remplacé Aaron Nesmith, qui était clairement pas un gars qui va souligner dans ses vents, et même on pourrait dire qu'Andrew Nembhard qui ne joue pas, ça, c'est pas non plus ces deux joueurs qui étaient vraiment parmi les pires en termes de provocation de faute. Donc rien que le fait que ces joueurs ne soient pas là, ça laisse plus d'espace à Indiana pour aller chercher la faute. Mm, Et on a même clairement. vu, je trouve, Tyrese Haliburton un peu plus. Et hier, il a pris 11 tirs, 11 lancers francs. Bon, il me semble qu'il y avait deux techniques, mais quand même, on l'a vu assez la ligne. Donc c'est pas anodin, on sent qu'il y a vraiment. C'est un objectif de la saison, quoi. Mm. Aller chercher les fautes au contact. Et venant d'Haliburton, ça fait plaisir, hein. Tyrese Mm. Haliburton, donc il a 105 de free throw rate plus, donc 5% plus élevé que la moyenne de la ligue qui est à 100. C'est la première fois qu'il dépasse la barre des 100. À chaque fois, il était en dessous, systématiquement en dessous de la moyenne de la ligue. Là, c'est la première fois qu'il est au-dessus de 100, donc ça fait plaisir. Enfin, Tyrese, enfin. Voilà. Donc, bah, Et t'enchaînes sur les ballons perdus, du coup, le pourcentage de ballons c'est ça. perdus.
exactement. Donc là, on a un petit déficit, mais je pense qu'il est facilement réglable hein, avec la qualité de playmaking et aussi dû à l'absence d'Andrew Nembhard. Donc on est 14e contre 6e l'an passé. Et ça, c'est une stat qui va revenir, je pense, dans ce podcast, notre capacité à prendre des rebonds offensifs. On est 28e cette année contre 16e l'an passé. Donc ça, c'est un déficit qui est assez Mm. important pour le coup. C'est une stat que je mets beaucoup en corrélation avec deux stats qu'on a évoquées, enfin trois stats même, mais dont deux qu'on a évoquées. Donc l'effective field goal percentage. Pourquoi? Parce que bah, si tu rates un tir, tu as plus d'opportunités de prendre un rebond offensif. Et le free throw rate, parce que ta possession peut finir par des lancers et donc pas de possibilité de prendre le rebond offensif. Donc ces deux stats-là, plus les tirs tentés au global sur 100 possessions toujours pour avoir un comparo logique avec les autres équipes. Cette année, on a 85,4 tirs tentés, donc on est la 27e équipe. Nous, les Pacers, hein. On est la Oui. 27e équipe au tir tenté, donc c'est extrêmement surprenant, je trouve. Alors que l'année dernière, on était à 90,6 tirs tentés en moyenne et on était la 11e équipe. Donc, dans nos problèmes, je pense qu'il y a des vrais axes d'amélioration et dans nos réussites, je pense qu'on peut encore s'améliorer. Donc, je pense que vraiment, enfin, c'est pas je pense, c'est que j'en suis quasiment sûr. Donc, je suis assez optimiste pour la suite, pour le coup. Pour remettre en contexte un peu ces classements, que le début de saison d'Indiana, on a eu vraiment une équipe d'Indiana qui ne retrouvait pas son jeu et que maintenant ça commence un peu à s'améliorer. Mais par exemple, les premiers matchs, Indiana faisait des matchs à 20 ballons perdus, 25 ballons perdus, et même avec une pace qui est beaucoup, beaucoup plus lente qu'aujourd'hui. Donc on sent que l'évolution, elle est déjà là. Même si dans les stats, c'est encore un peu beaucoup plombé par le début de saison parce que on n'a pas beaucoup joué de matchs. Mais on peut espérer que les stats qu'on a vus et même que Indiana perdent moins de ballons en proportion, que prennent plus de rebonds offensifs, plein de choses comme ça. Au global, ça n'a pas très bien joué ce début de saison. On a vu clairement que sur les derniers matchs, il y a eu du mieux. Je sais pas si tu es d'accord. Évidemment qu'il y a ce match contre Charlotte qui est un désastre total, mais aussi c'était peut-être le premier match où Indiana jouait sans 5 joueurs majeurs et Obi Toppin qui s'est blessé sur le match. Donc c'était aussi peut-être un ambiance particulière, surtout que Tyrese Haliburton n'était pas dedans. Mais je trouve que quand même sur les 4-5 derniers matchs, il y a eu des grosses victoires, des matchs importants qui ont été bien conclus, même dans le clutch. Donc j'ai espoir que ça commence à remonter la pente tout doucement. Je pense qu'on a été assez complet sur l'équipe au global. On peut passer à la suite. On va maintenant parler des satisfactions et des déceptions, hein. Bon, toujours le contexte des 10 matchs, donc notre avis sera amené à évoluer, bien sûr, hein, surtout Hmm. sur les déceptions, on l'espère, et pas sur les satisfactions. Moi, j'ai envie directement de commencer. Non, je vais te laisser la main, parce que je suis quelqu'un de Ok, très galant. ok. Je t'écoute, Web. Par qui veux-tu commencer? Est-ce qu'on commence par les satisfactions, un peu pour se mettre en jambe? De toute façon, moi je pense que moi je suis trop positif dans la vie, donc je dois avoir beaucoup plus de satisfaction que de déception. Mais Allez, let's go allez, alors. je vais pas commencer par le gros morceau, moi je vais plutôt commencer par Pascal Siakam. Le début de saison de Pascal Siakam, moi je trouve qu'on avait déjà commencé à beaucoup trop prendre Pascal Siakam pour acquis, en règle générale, parce que sa saison dernière pour Indiana en 40 matchs, c'est monumental, même sur la série de playoffs. Et là, Pascal Siakam se ramène, début de saison, et il enchaîne. Il n'y a pas un match de raté, tous les soirs il est là. Et même, j'ai trouvé que dans son jeu, il y avait vraiment plus d'énergie. On l'a vu sur certaines phases défensives absolument incroyables en isolation. Les tirs à 3 points, ils rentrent de partout, c'est zinzin. Et même, je trouve que j'ai vraiment beaucoup aimé sa manière de plus prendre en main le scoring, aussi de plus essayer de se rapprocher du cercle. L'année dernière, par exemple, on le voyait beaucoup jouer au poste haut, c'est-à-dire quand il est dos au panier, là vous voyez, dos au panier avec un défenseur dans le dos, mais l'année dernière, il était plus souvent dans cette zone-là, autour de la ligne des lancers francs. Là, on essaie plus de le servir proche du cercle parce que c'est là où il est le plus fort. Donc j'ai vraiment bien aimé sa prise de responsabilité, son augmentation au scoring et sur ce début de saison, pour moi, c'est possiblement le meilleur joueur d'Indiana. Je te rejoins totalement. Pour moi, Siakam, c'est le meilleur. Pour moi, il n'y a pas de possible à ce niveau-là. C'est le meilleur joueur d'Indiana.
On sait que Pascal Siakam est dans son prime. Là, je trouve que depuis son arrivée chez les Pacers, donc il a un prime différent. Donc si on regarde son Mm. pourcentage d'utilisation, il a 22,5%. C'est littéralement un pourcentage de deuxième option offensive d'une équipe. Là où chez les Raptors, il était vraiment beaucoup utilisé. Ce qui l'a impacté, c'était du coup de l'efficacité. Là, Siakam, c'est un monstre d'efficacité sur ce début de saison. Donc si on regarde les statistiques, il a 1,26 points par tir, le 81e centile, et vraiment pas sur des tirs simples, hein. Comme tu l'as dit, on le sert pas mal au poste. Il prend tout ce qui est mi-distance de près ou de loin, et sa capacité à tirer à 3 points cette saison, elle est phénoménale. Je crois qu'il a 41%. J'ai regardé tout à l'heure, je crois qu'il a 41% de loin. C'est, pour l'instant, c'est n'importe quoi. Pascal Siakam. Et donc sur son scoring, il est élite car efficace et avec du volume, donc ce qui fait qu'il est élite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est sur son playmaking. Pascal Siakam, cette saison, si on regarde son assist par usage, il a 0,91. C'est son record en carrière. Il n'a jamais été aussi proche des 1. En gros, 1, c'est vraiment une fois, une fois tu scores, une fois tu fais la passe décisive. Là, Mm. il est vraiment quasiment, il est axé sur les deux parties du terrain et c'est de manière très efficace, parce qu'il perd pas vraiment beaucoup de ballons. Et j'ai regardé une statistique super intéressante tout à l'heure. Je vais te poser la question, tiens. Est-ce que c'est une des actions les plus rentables cette saison pour un joueur? Plus rentable, historiquement, c'est quand même lancer franc. Est-ce que ce serait lancer franc? Alors oui, Mhm. historiquement oui, mais juste une action Cette d'un saison, ça a joueur plutôt. changé. J'ai mal Ok, formulé. une action d'un Ouais, non, joueur. j'ai mal Ah, formulé la question. Une action d'un joueur, hyper rentable. une action d'un joueur super rentable. Moi, je connais le fameux fade away de TJ McConnell, qui est super rentable. Est-ce que Effectivement. Ça confirme peut-être je serais pas Siakam du coup. étonné que Siakam soit l'un des meilleurs joueurs au poste de la ligue cette saison. Exactement. Pascal Siakam, quatrième fréquence en post-up de la ligue, donc 21,2% de son jeu du coup. Il tente 3 tirs en post-up par match à 60% de réussite. Donc à chaque fois que Pascal Siakam est en post-up, ça fait souvent but. C'est vraiment. De toute façon, visuellement, ça nous confirme cet aspect. L'eye test ne trompe pas. Pascal Siakam est monstrueux d'efficacité cette saison avec un usage tout à fait correct, quoi. Mm. C'est super. Et là où je trouve que le jeu en poste est encore plus létal du côté de Pascal Siakam, c'est que cette année, on a vraiment commencé à le voir à la création au poste, où Carlisle souvent va ramener un joueur pour couper près du panier quand Pascal Siakam est au poste. Et il y a plein de fois où Pascal Siakam, il voit juste Obi Toppin, TJ McConnell couper tout seul et il les fait la passe. Et moi, j'ai l'impression qu'aussi son playmaking a aussi beaucoup été augmenté en partie grâce à ça, parce qu'au poste, déjà, il est absolument phénoménal. Donc souvent, les défenseurs doivent essayer d'anticiper, de défendre à deux. Et rien qu'avec sa vision, lui, il arrive à trouver les joueurs décalés. Ça a vraiment été quelque chose de très dur à défendre. Et j'ai pas vu pour l'instant de défense adverse réussir à contrer un peu ce move-là de Siakam, qui a beaucoup été surabusé, je trouve, par Indiana. Bon, pas surabusé parce que ça marche, donc Indiana a raison de le faire. Mais l'année dernière, par exemple, il y avait un peu cette frustration de pas trop le voir jouer au poste, pas trop servi. Parfois, il avait même des joueurs beaucoup plus petits qui défendaient sur lui, et on n'allait pas le chercher. Et là, j'ai vraiment l'impression que Indiana cherche beaucoup plus, de plus en plus, à servir Pascal Siakam au poste. Et ça marche, donc c'est vraiment incroyable. On a essayé de nous faire Je trouve croire que que le les jeu au poste Pacers était sont... mort, mais non. Je trouve que les Pacers sont une des équipes de la ligue qui arrive à plus le punir les mismatchs en fait. Bon après quand t'as Tyrese Haliburton, TJ McConnell et Andrew Nembhard avec cette vision de jeu, c'est tout de suite plus facile, mais on arrive Hmm. vraiment sur tout ce qui est screen à du coup se mettre en position favorable et directement ça punit. Hop, il y a pas de, on tergiverse pas, il n'y a pas de hero ball à 3 points sur je ne sais qui. On cherche la solution la plus rentable. Et c'est ce que j'apprécie énormément avec le jeu de Rick Carlisle. Bah, basiquement, juste pour rappeler, mais punir les mismatchs, c'est par exemple quand tu vas avoir un Miles Turner qui va être défendu par, je sais pas, par un meneur, un petit meneur, pas Chris Paul.
Bama Stunner, il a un avantage fort parce qu'il est beaucoup plus grand, il est aussi très, très mobile et peut-être beaucoup plus fort. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un mismatch, c'est quand le joueur en attaque a un avantage sur le défenseur. Donc c'est des situations qu'il faut essayer de charger quand t'es une équipe. Et Indiana, justement, comme dit Logan, est très bon pour punir ces mismatchs. Donc quand il y a un joueur qui a un avantage sur son défenseur, que ce soit de taille, que ce soit de puissance, de vitesse, mais Indiana les punit très très bien. Exactement. Mais juste pour finir avec Pascal Siakam, après je pourrais te laisser partir sur un autre joueur. Vraiment, on se rend pas vraiment compte, j'ai l'impression, ce début de saison, à quel point le fait que son tir rentre est super important pour Indiana. Parce qu'on l'a vu en playoff, quand Pascal Siakam ne mettait pas les tirs, notamment contre les Knicks, il me semble, bah, les défenses, elles étaient souvent plus serrées, elles étaient souvent plus difficiles à attaquer parce qu'ils étaient plus autour de la raquette. Mais là, le simple fait que Pascal Siakam mette ses tirs de loin, bah, ça fait qu'Indiana a un spacing, un espacement sur le terrain qui est absolument immense. Et les défenseurs sont obligés de s'éloigner le plus possible de la raquette pour défendre leurs joueurs, et ça crée une vraie différence pour le coup côté Pacers. Donc c'est vraiment le tir de Siakam, ça peut vraiment être une variable très importante sur la saison, et là ça commence vraiment très bien quoi. Pour un joueur qui historiquement est pas un sniper, c'est très fort. C'est clair que ce shoot-là nous aide beaucoup. Déjà pour le fait que les défenses le craignent à 3 points, donc bah, du coup ça crée des espaces, tout simplement des lignes de drive pour certains joueurs qui en raffolent, hein, comme TJ McConnell, Benedict Mathurin notamment. Mais c'est clair que ça nous aide beaucoup. Donc bravo à Pascal Siakam pour ce début de saison et pourvu que ça dure. All-Star. Je te laisse passer sur le All-Star. prochain joueur. Alors, j'ai un cas compliqué, hein. Je vais l'attaquer directement. Je sais pas si je le mets en satisfaction ou déception. J'ai envie de le mettre vraiment au milieu. Et je vais m'expliquer. Ah. Je parle de Tyrese Haliburton. Mhm. Alors, Tyrese Haliburton, je crois que tu es moins dur que moi sur lui. Ah, ouais, moi je suis pas assez dur, je crois. C'est moi le problème, je crois, dans l'histoire. Ah, peut-être pas, hein, je suis peut-être trop dur. Donc, on a parlé de ses efforts défensifs, hein, qu'on souligne et que je prends en compte dans mon jugement. Mais Tyrese Haliburton, le problème, moi, c'est sa, son taux de responsabilité, tout simplement. 22,3% d'usage sur son scoring, 25,3% d'usage en ajoutant le passing, du coup. Ça, c'est des, ça, c'est des statistiques de seconde option historiquement. Et pour accentuer le tout, l'efficacité n'est pas du tout au rendez-vous pour Tyrese Haliburton dans ce début de saison. 1,09 points par tir, c'est le 30e centile à son poste. La moyenne l'année dernière, hein, pour vous estimer, a été à 1,16, la moyenne de la ligue, hein. Tyrese Haliburton était plutôt haut à 1,27 de tête, donc ce sont des excellents chiffres. Là, 1,09, c'est pas bon du tout. 7,7 tentatives à 3 points, 27,3% de réussite. En fait, le problème, il est trouvé. Tyrese Haliburton, pour l'instant, ne rentre pas ses tirs. C'est clair et net. Mais visuellement, là, ça va mieux. Déjà, les 2-3 derniers matchs, je suis plutôt content. Et visuellement, ce qui m'embêtait beaucoup, c'est lui-même, il ne prenait pas, hormis dans le clutch, où je le trouve super bon. Je pense qu'il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Ah bah il Mais nous a hormis le sauvés je sais pas clutch, combien de fois cette saison, hein. ouais, là, je suis complètement d'accord. Et heureusement. Mais hormis le clutch, je trouvais qu'il ne prenait pas ses responsabilités. Il se cachait beaucoup, en fait. Surtout au début de saison. Donc, les 6-7 premiers Mm. matchs, ça m'embêtait. Là, je trouve déjà que ça va mieux. Donc, je mets de l'eau dans mon vin, comme on dit. Et j'espère que ça va aller en s'améliorant et qu'il va rentrer ses tirs. Mais Tyrese Haliburton, je veux en fait, qu'il montre que du coup, c'est vraiment son équipe là. Parce que à l'instant T, Siakam est un peu en train de prendre le lead, on va dire. Bah, moi du coup je vais être un peu plus peut-être un peu plus gentil. Moi j'avoue que le principal problème que j'avais sur le début de saison de Tyrese Haliburton, c'est que niveau playmaking, il était absent quoi. Enfin, niveau playmaking, donc c'est tout ce qui va être création à la passe, donc pour faire les décalages, les passes décisives, là où un peu c'était historiquement son grand point fort. Là, ce début de saison-là, on l'a vu très très peu impliqué avec des stats à la passe qui étaient catastrophiques. Il y a des matchs où plusieurs matchs où il en fait 3, 4, 5, sans pour autant avoir un gros nombre de points derrière. Donc moi, c'était vraiment là où j'ai vraiment été très déçu par Tyrese Haliburton, c'est que le fait de, oui, le tir rentre pas. Moi, j'ai pas trop de problème avec ça, ça arrive.
mais qu'il ne compense pas forcément derrière par d'autres facettes de son jeu, et juste il s'efface, quoi. Là, on l'a vu hier, Tyrese Haliburton, qui est impliqué au playmaking, à la création balle en main, pour les autres, bah en fait, ça donne des résultats qui sont absolument incroyables. Quand, pour moi, j'avoue que l'autre gros reproche que j'ai à faire à Tyrese Haliburton, c'est juste qu'il met pas les tirs de loin. Mais sinon, moi, je trouve que tout ce qui est défensivement et rebond, il y a eu des vrais efforts. Tout ce qui est réussite près du cercle, je trouve qu'il est vraiment exceptionnel à la réussite près du cercle cette saison. Le problème, c'est juste que les tirs rentrent pas. Il tente toujours de les prendre, mais la confiance n'est pas là, les tirs rentrent pas. Donc, il y a des matchs assez plombés au tir par son. Enfin, les pourcentages sont plombés parce qu'il prend beaucoup de tirs à 3 points en espérant que ça rentre. Mais j'ai espoir que ça revienne un jour. Là, il y a eu des matchs où c'est bien. J'attends toujours qu'il en mette 2 de suite. Je crois qu'il a toujours pas mis 2-3 points de suite cette saison. On attend que ça revienne. Mais oui, sinon, moi, je trouve que ça va. Je suis vraiment très agréablement surpris par ses progrès défensifs et au rebond. Je m'attendais pas autant de sa part. Je trouve qu'il est plus du tout parmi les plus grandes poutres de la ligue en défense, donc ça va mieux. Même si évidemment, bah, il est toujours assez loin d'être un défenseur moyen, mais voilà. Moi, si 2 reproches à faire Tyrese, c'est fait plus de passes, essaie de plus construire le jeu, et bah, les tirs à 3 points, il faudrait que ça rentre un jour, mais ça, c'est pas trop son ressort. Et c'est sûr que quand les tirs à 3 points rentrent pas, bah, les défenses, elles vont être plus difficiles. Avec lui, elles vont laisser peut-être un peu plus de place, elles vont plus s'attendre à son jeu, et ça doit aussi jouer contre lui sur ce début de saison. En tout cas, je suis plutôt optimiste, surtout, comme j'ai dit, à la vue des derniers matchs pour Tyrese Haliburton. On sent encore qu'il essaye de comprendre, parce que c'est aussi alors encore une fois, je mets de l'eau dans mon vin, c'est compliqué d'accueillir un joueur comme Pascal Siakam, parce que c'est un joueur qui a besoin d'avoir la balle en main, qui a besoin Mm. d'avoir des responsabilités. C'est pas un profil avec lequel Tyrese Haliburton a beaucoup joué. Tyrese Haliburton a aussi perdu un joueur comme Buddy Hield, avec qui il s'entendait super bien, où bah, c'est pas du tout le même type de joueur. Quand tu as un Buddy Hield qu'on fait sortir des écrans, etc., pour du catch and shoot au périmètre, bah, Siakam, c'est pas ce qu'il va faire, non. Donc, faut s'adapter. C'est en train de se mettre en marche petit à petit. On a Rick Carlisle derrière pour orchestrer le tout. Je suis pas inquiet. Je sens que les pourcentages vont remonter, sa capacité à prendre les choses en main également. Et je sens qu'on va retrouver des chiffres de l'année dernière au niveau du playmaking notamment. Oui. Un autre point positif, ce que j'ai bien aimé, surtout sur le dernier match, parce qu'au début de saison, il était vraiment assez obsédé par son shoot à 3 points, donc il en prenait beaucoup, mais sur le dernier match, j'ai beaucoup aimé sa volonté de plus aller au cercle. Hier, il était à 7 sur 8 sur les tirs à 2 points, avec beaucoup d'attaques du cercle. On l'a vu sur Mm. certains matchs beaucoup plus aller au cercle. Et bah, en fait, il est super adroit au cercle, et même il va chercher les fautes. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé sur ces matchs pour le coup. Et je pense qu'il faudrait que ça intègre son jeu sur le long terme. Donc attaque plus le cercle, ça marche. Puis même à partir, rien que le fait d'attaquer le cercle, lui, bah, ça va lui permettre de trouver des décalages à la passe, de pouvoir peut-être s'en remettre un peu plus dans le rythme, de trouver des opportunités à mi-distance. Donc ça, c'était le vrai point fort pour lui. Quelque chose que j'ai bien aimé pour le coup. Même si globalement, sa Complètement saison d'accord. reste assez teintée. Il a dû voir mon tweet. Oui, Sacré t'avais beaucoup Tyrese. tweeté là-dessus. Donc Je bah, je vais peut-être te passer sur lance la sur le prochaine suivant. satisfaction. Oui, Bon, vas-y. je vais pas prendre l'évident parce que ce serait peut-être trop évident, mais est-ce qu'on parlerait pas un peu de Jarras Walker? Moi, c'est mon chouchou, Jarras Walker, quand même. Début de Hey, saison, Jaras. j'ai pas envie de dire que c'est parfait. Je pense que ce serait faux et surtout ce serait peut-être trop lui demander de faire un début de saison parfait. Mais je trouve que de ce qu'on a vu, bah il y a vraiment de quoi être assez hypé et même de penser qu'il a un futur assez radieux sous les yeux. Enfin sous le nez, il a un futur assez radieux devant lui. Parce que on a vu quand même un Jarras Walker très complet. Moi, ça, au bout de 10 matchs, je me dis, mais en fait, on l'a vu de loin, il est capable. À la création, balle en main, il est capable. Défensivement, on l'a vu capable. Il va chercher les rebonds. En fait, moi, j'ai vu vraiment un Jarras Walker où je me dis, pas tout en même temps, mais par séquence, en fait, j'ai vu toutes les qualités d'un joueur de basket. Et c'est assez rare d'avoir un joueur aussi complet aussi vite, surtout qu'il a quoi? Il a 21 ans. C'est le joueur le plus jeune d'Indiana après Johnny Furphy, donc super surpris. Même si je l'adore, hein, je m'attendais pas à ce qu'il joue aussi bien. Et oui, il y a beaucoup de gâchis, mais j'ai vu un Jarras Walker qui essaie beaucoup de choses. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé un peu là?
Diarra, c'est un petit chouchou, hein. Je suis tout comme Ah, toi. Diarra, c'est le joueur polyvalent par excellence. En tout cas, le potentiel que je lui attribue, bah, à terme, c'est un joueur qui peut tout faire, qui pourra tout faire, j'en suis sûr, parce que les flashs sont trop importants de la part de Jarras Walker. Alors, tu sais, le groupe que Taga avait créé oui. c'est pour les fans des Ah, Pacers. Il y a Flotic, donc déjà bonjour à toute l'équipe qui nous écoute, j'en suis sûr. Merci à vous. Flotix avait posé une question dans ce groupe. À l'instant T, parce que tu sais, le jour de la draft, on a échangé Bilal Koulibaly au Wizard pour ouais. Jarras Walker. À l'instant T, qui vous aurez drafté en fait? Moi, je te pose la question du coup. Euh, il faut savoir que moi, j'ai passé 3 mois de ma vie, cette draft-là, à faire la propagande de Jarras Walker. Donc mon cœur n'a de la place que pour Jarras Walker. Mais j'avais vu un de ces tweets qui parle aussi un peu de ce truc, mettre des comparaisons qui étaient faites par certains fans des Mm. Pacers. Et j'avoue que moi, j'ai toujours, je crois toujours très fortement à Jarras Walker. Et surtout, je trouve que il comble mieux nos besoins sur le long terme que ce que pourrait apporter Bilal Koubelabi, qui pour l'instant est meilleur, hein, je reviens pas là-dessus. Hein. Mais j'avoue que moi, le fait que Jarras Walker soit plus orienté vers les postes 3-4, qu'il ait un peu cette polyvalence très forte, un peu cette création balle en main qui marche très bien avec Indiana, moi, c'est vraiment des choses que je vais valoriser. Et c'est sûr que je trouve que le plancher de Bilal Koulibaly à l'instant T est extrêmement élevé, mais je serais pas surpris et même j'ai envie de dire que le plafond de Jarras Walker est potentiellement plus haut. Je sais pas ce que t'en penses, après, c'est peut-être assez osé pour moi de dire que le plafond c'est aussi haut, mais pour les besoins d'Indiana, je trouve ça super, ce que peut amener Jarras Walker. Là, je suis complètement d'accord. Pour le coup, du coup, j'avais répondu à cette question dans notre petit groupe, que de ce que j'avais dit, si je me rappelle bien, juste le profil physique de Jarras Walker est beaucoup trop impressionnant déjà. Quand tu as ce combo taille, poids, envergure, mobilité, ce cocktail explosif fait que je ne peux pas prendre Bilal en face, en fait. Surtout si tu rajoutes à ça une certaine intelligence de jeu qu'on est en train de voir. Le passing Mm. qu'il a, Jarras Walker, pour Et le ce toucher, profil de joueur-là, c'est n'importe quoi le fascinant. Et le toucher, comme tu le dis, quand on le voit faire des flotteurs, pour ce qu'il fait depuis Houston, hein, quand il était à la mm. fac, c'est toujours ce fameux toucher. Et à 3 points, il est constamment, du coup, là, cette saison, il a un peu plus de 40%. C'est trop impressionnant. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que, à terme, Gerard Tucker peut être un meilleur joueur que Bilal Koulibaly. À voir au niveau du coup de la défense, comme on l'a dit, il est souvent envoyé du coup on-ball sur le porteur de balle adverse. Déjà, c'est quelque chose de super intéressant parce que c'est souvent des petits. Donc, s'il arrive à défendre ce type de profil, en plus de physiquement tenir face Mm. à les postes 3-4 qu'on a dans la ligue, euh, on va jusqu'à où là? Mais C'est vraiment intéressant. Là, au vu des blessés, Jarrett Walker, du coup, est bien implanté dans la rotation. C'est le remplaçant de Bénédicte Mathurin, du coup, au poste 3 pour l'instant. mm. Et les flashs qu'on voit, ça commence à plus trop être des flashs, hein, mais parce qu'il a quand même pas mal de minutes sur ce début de saison. C'est super encourageant. J'avoue que moi, ce qui m'a le plus surpris et même choqué là-dessus, c'est que, bordel, l'année dernière, moi, Jarras Walker, je l'adorais, mais j'avais vraiment peur parce qu'en défense, c'était un plot, quoi. Tu pouvais l'envoyer nulle part, les lectures, elles étaient pas bonnes, il tentait des trucs, des interceptions qui étaient ratées, et du coup, ça laissait des lay-ups grands ouverts aux joueurs qui défendaient, plein de choses comme ça. Et là, quand je vois la différence en 4 mois, mais je suis vraiment sur le cul parce que Indiana l'envoie. Après, Indiana, j'aime bien comment Ricala il le teste, lui donne un peu des opportunités d'aller chercher des gros joueurs, voir comment ça se débrouille. Mais là, on l'a vu défendre sur des isolations et défendre des 1v1 sur des joueurs du poste 1 à 4, hein, honnêtement. Et ça marche vraiment bien, quoi. Et je suis aussi impressionné par le fait que Jarras Walker est beaucoup moins naïf que l'année dernière. L'année dernière, vraiment, n'importe quelle feinte, il sautait dedans et ça donnait lancé, quoi. Il y avait beaucoup plus de fautes. Et là, je l'ai vraiment trouvé plus calme, plus raisonné sur ses choix. Et ouais, défensivement, moi, je trouve que le step, il est beaucoup plus impressionnant que le step offensif qu'il a passé entre sa dernière année de fac à Houston et sa première année à Indiana, quoi. Oui, je suis d'accord. Et alors, si je dis pas de bêtises, j'invite les gens à aller lire l'article que tu avais fait sur lui la saison passée, que tu parlais de Jarras Walker.
Et notamment, t'expliquais le fait que bah, du coup, il jouait c'est très souvent 5 chez les Houston Cougars à Mm. la fac, et que la défense était du full switch. Là où Indiana, les principes de Carlisle, bah, enfin, avec Turner joue que du drop. Donc le drop, c'est du coup on ne switch pas, hein. Oui. Celui qui est missionné sur le porteur de balle reste. Donc on doit savoir naviguer entre les écrans. Turner est utilisé en tour de contrôle près du cercle pour faire en sorte de gêner au maximum. Donc c'est Mm. pas du tout la même défense. Et il faut un temps d'adaptation, surtout au niveau NBA. C'est pas la NCAA. C'est la journaliste Pacers, Caitlin Cooper, qui avait fait beaucoup d'articles sur ce fait-là, sur la différence de défense de Jarrett Walker, qui expliquait un peu pourquoi il était passé, entre guillemets, d'un joueur qu'on prédisait à sa draft comme potentiel défenseur de l'année à un gars qui avait vraiment des gros problèmes défensifs. Et je pense qu'elle avait raison là-dessus, que c'est une partie de l'explication. Mais là, on voit que bah, défensivement, en 1v1, il y a quand même des flashs qui font rappeler ce qu'il faisait à Houston, quoi. Et puis Jarrett Walker, aussi, là, son autre grand point fort, c'est que bah, il a 40% de loin sur 2,2 tentatives par match. Ce qui reste un nombre assez limité, mais pour 13 minutes de jeu, c'est quand même pas mal, quoi. Si tu l'imagines lui Mm. donner 20, 22 minutes, bah, il sera plus à 3-4 tirs. Et là, ça peut vraiment être sympatoche s'il a 40% aussi de loin sur cette distance-là. Et on voit que le tir, le geste du tir, bah, il part bien, quoi. Pour un Ouais, joueur où on a des clairement. gros doutes sur sa capacité à tirer, là, le geste est vraiment beau, quoi. Et c'est fluide. Mm. Et putain, s'il apprend de Siakam tout le reste, moi je signe tout de suite, hein. Oui. Et bah, On passe à du la coup, suite? c'est à moi de te lancer, là. Est-ce que C'est ça. tu vas parler de l'éléphant dans la pièce ou est-ce qu'on va encore l'esquiver pendant longtemps, là? Je vois pas d'éléphant. J'en vois un tout petit. Et, On et j'ai va envie de parler, parler de mon chouchou de la saison, pour le coup. à J'ai envie de parler de Ben Shepherd. oh là Ben là! Shepherd, Oh là là! Le mais troller. Ben Shepherd, alors, encore une fois, je l'ai tweeté deux, trois fois, mais retenez cette phrase pour moi. Ben Shepherd me fait extrêmement penser à Klay Thompson en défense. C'est Klay Thompson, vrai. Ben Shepherd, c'est pour moi, depuis le début de la saison, c'est le meilleur défenseur des Pacers sur ce début de saison. Et déjà que sa saison rookie, il m'impressionnait. J'avais d'ailleurs fait un thread sur lui, sur sa défense, parce que bah, Ben Shepherd, il est un peu sorti de nulle part. Il a pris ses minutes et il a forcé Carlisle à le faire jouer parce que bah, il relevait notre niveau défensif qui n'était pas tant élevé la saison passée. Là, il y a des blessés, certes, mais il arrivait quand même à gratter ses minutes au début de saison quand il y avait encore Nesmith, Nembhard, etc. Parce qu'il Mmh. défend bien. Il a cette capacité. Alors, il est missionné beaucoup on ball aussi, parce que il le fait super bien. Il a cette capacité à rester devant défenseur, ça m'impressionne. Et la navigation d'écran, elle est super. Et Mais il court ce tellement vite qui, aux ce qui sorties est, d'écran. mais c'est Il n'importe poursuit quoi, tout hein. le Il est trop monde, fort. c'est une bête furieuse. Ah, mais vraiment. En Il plus, se il n'est prend des pas coups aidé dans les par son côtes. envergure et tout. Ouais. Et alors, je sais pas si visuellement, je me trompe. Est-ce que tu trouves qu'il a grandi? Ça, je saurais pas dire. Moi, j'ai pas J'ai l'impression ah qu'il a peut-être. il se rapproche vraiment de, tu sais, la photo lors de la draft entre Shepard et Walker où ils faisaient Ouais. littéralement presque la même taille. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est pour de vrai en fait. L'année dernière, j'avais quand même un petit gap. Là, j'ai l'impression qu'il a dépassé les 2 mètres. Enfin, il se rapprochait déjà des 2 mètres, mais là, si on me dit qu'il est mesuré à 2 mètres 1, bah, ok, en fait, j'ai l'impression de Mmh. voir ça. Et c'est Bah, c'est vrai super. que Parce que, en défense, sur des ailiers, tu pas l'impression qu'il est si petit, quoi. non, franchement, Ben Shepard, défensivement, il me fait extrêmement plaisir. Bon, le shoot rentre un tout petit peu moins des Mmh. derniers matchs, mais il a le poignet, clairement. Petite prédiction que j'avais fait l'année dernière, je pense qu'il va avoir. Alors, je crois que l'année dernière, il a fini à 32 ou 33% à 3 points. Là, s'il arrive à se caler à la moyenne de la ligue, donc c'est tout le temps aux alentours des 36%, s'il arrive aux alentours là, on sera vraiment très content. En plus de cette défense-là, c'est vraiment le rôle du 3D qu'on voit à terme, je pense, pour Ben Shepherd. Autant Jarrett Walker, son plafond, je vois pas du tout où il peut aller. Mmh. Autant j'attends pas vraiment énormément de Ben Shepherd, hormis une défense élite et cette capacité à shooter de sa part. Et du coup, je vais poser la question, mais on est d'accord que
entre Ben Shepherd et Aaron Nesmith défensivement, Ben Shepherd est en train de prendre une avance considérable, non? Bon, pour l'instant, c'est encore peut-être ric-rac, mais j'ai l'impression que là, la pente ascendante de Ben Shepherd peut le faire exploser, hein. En fait, les deux, c'est le yin et le yang, j'ai envie de dire. Où tu as Ah ouais? un côté super serein avec Shepard, du coup, défensivement, et super explosif et plein d'agressivité avec Nesmith. Pas le yin et yang dans le sens où un sait défendre et l'autre non. C'est vraiment Oui, dans leur manière de défendre. Tu vois, Nesmith prend pas mal de fautes de par son énergie, son hyperactivité, là où Shepard est beaucoup peut-être plus rassurant et calme dans sa manière de défendre. Donc déjà, je suis content d'avoir ces deux profils parce que je vais pas renier Aaron Smith. On sait ce qui s'est oui, passé l'année dernière. Shooter Elite hein, à plus de 42-3% au 4 même, je crois, hein, à 42,5. 3 points. 42, ok, bah, autant pour moi, je me suis enflammé. 40, mais c'est énorme, hein. C'est Shooter Elite, Oui, hein. c'est historique. 42,5% à 3 points. Shepard n'est pas encore à ce niveau-là d'efficacité. Bah, sur la saison, oui, Et mais 10 matchs. ouais, c'est ça. J'aime aussi la défense de Nesmith, hein, surtout quand dans les profils comme Bronson, du coup, qu'on a vu en playoff et surtout Mmh. en saison régulière, ou quand il a l'avantage physique, bah il fait chier en fait le porteur de balle adverse. J'avoue que là, moi, je trouve que là où Lenny Smith a un vrai avantage, je trouve, c'est en attaque. Je trouve que Ben Shepherd, bon, c'est sa deuxième année, évidemment, mais je trouve qu'il a encore un profil où parfois il est trop discret, pas assez agressif sur certains trucs, et donc il pénalise un peu l'attaque d'Indiana par séquence. J'ai vraiment trouvé contre le match contre Charlotte, bah, offensivement, c'était pas bien, sa part. Là où Aaron Smith, je trouve qu'il est déjà un peu plus l'agressivité, l'attaque du cercle lui donne un clair avantage comparé à Ben Shepherd. Mais c'est sûr que Ben Shepherd, là, pour l'instant, Mm. discrètement, on n'en Ouais, parle pas du coup, beaucoup, mais 42% de loin, au cercle, il s'est un peu amélioré, il prend plus de tirs de loin. Enfin, ça commence à monter un peu niveau volume, donc il y a de l'espoir. J'ai un peu du mal à voir quel sera son rôle cette saison à Indiana, mais pour l'instant, il est super dans ce qu'on lui demande. plutôt d'accord. Bah, du coup, on fait un petit duo Shepard-Nesmith. En plus, Nesmith est blessé, donc on peut un petit peu parler de lui, de ce Ouais, qu'on a voilà. De vu. toute Et façon, je te rejoins un peu dans ce que tu as dit. Des quelques minutes qu'on a vu de Nesmith, j'étais plutôt satisfait du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je voulais revenir sur Shepard offensivement de ce que tu expliquais. Je suis d'accord, Nesmith est en avance. Par contre, ce que j'aime énormément avec Shepard, sa capacité à bouger, son jeu off-ball offensif, où il arrive toujours à bien se placer. Tu sais, quand il est dans un corner, mmh, il a l'intelligence pour aller d'un corner à l'autre hyper rapidement pour fluidifier le mouvement de l'équipe. C'est clairement un axe de notre jeu, le mouvement. Et lui, il le fait super bien et souvent dans le bon timing. Donc j'apprécie beaucoup. Là où Nesmith, j'ai noté sur du coup le peu de minutes qu'on a vu, c'est sa capacité à cut. C'était incroyable depuis le début de saison. C'était ouais. vraiment au niveau top-in de l'année dernière. Ses cuts, dans le timing, ils étaient incroyables. Et j'ai noté ça. Donc j'espère qu'il va faire la même chose en revenant de blessure. En plus du tout le reste, l'agressivité au cercle, comme tu as dit, c'est quand il est servi sur du dribble and off ou bon, c'est des situations assez rares. On parle de Naismith bien sûr, hein, mais quand il attaque le cercle, bah il finit plutôt bien en plus. Et ça fait plaisir. Ouais. Moi, j'ai peut-être un petit dernier truc à dire sur Ben Shepherd avant de passer, peut-être à un autre joueur. Moi, l'année dernière, j'avais beaucoup tweeté là-dessus parce que moi, c'est quelque chose qui me frustrait, mais à 3 points et moi, je pense que aussi une vraie différence qui a été faite là-dessus. L'année dernière, Ben Shepherd, il recevait le ballon sans être prêt à tirer derrière. C'est-à-dire qu'il recevait le ballon et après, il se disait: «Bon, OK, maintenant je tire» et rien qu'au jour de cette saison, je trouve, on le voit Hmm. beaucoup plus recevoir les balles avec déjà la main qui est prête, positionnée pour armer un tir. Ce qui permet d'économiser une seconde et surtout de se mettre dans un bon rythme. Donc je pense que c'était un peu compliqué pour vous de comprendre, mais l'année dernière, si vous prenez Obi Toppin, dès qu'il a 3 points un peu ouverts, dès qu'il s'apprête à recevoir le ballon, il a déjà le bras qui sont préparés dans la mécanique de son tir pour pouvoir tirer dans le mouvement et d'avoir un geste qui est fluide et en Hmm. rythme. Et j'étais très frustré l'année dernière par Ben Shepherd parce que c'était jamais le cas. À chaque fois, il recevait le ballon, il se tenait tout droit et était en mode bon, maintenant je tire. Là, on l'a vraiment vu commencer à inclure ce mouvement de catch and shoot très fluide, donc attraper le ballon et directement enclencher la mécanique, et on voit que ça marche beaucoup mieux niveau réussite. Donc je suis assez content de voir que Ben Shepherd
commence à prendre ces automatismes-là de tir direct en recevant un ballon. Surtout dans une attaque d'Indiana où le ballon circule beaucoup. Et je pense que ça a aussi beaucoup aidé à prendre parfois ces tirs un peu serrés, bien défendus. Parce que là où aussi je trouve qu'il se démarque de Ben Shepard, non, d'Aaron Nessim, c'est que Ben Shepard, il prend des tirs, mais qui sont vraiment très contestés parfois. À 0 degré, il y a des trucs où il a une main dans la gueule et ça rentre, quoi. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou si je passe sur un autre joueur. On peut pas. Je vais te lancer sur la suite. Et bon, je pense qu'on peut plus l'éviter l'éléphant. Oui. Je te laisse en parler. Vas-y. Alors, Andrew Nembhard. Non, non, je rigole, je rigole. On va parler de Bénédicte Mathurin. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Le Je sais même pas GOAT. quoi dire sur Bénédicte Mathurin. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Et partout c'est impressionnant, moi, je trouve. Je vais commencer peut-être par moi, ce que j'ai préféré. C'est, je trouve, tout ce qui n'est pas le scoring. Parce que le scoring, on le savait déjà. Le scoring, à la limite, bon, tu sais que le mec, il sait foutre des paniers, des ballons dans des paniers, quoi. Il n'y avait pas de souci. Mais vraiment, ce que j'ai vu défensivement de la part de Bénédicte Mathurin, ce que j'ai vu même à la création, ce que j'ai vu au rebond, bah, en fait, tous les trucs, on l'attendait au tournant. Il a répondu présent, mais très fort. Défensivement, on l'a vu prendre des défenses en isolation. Évidemment, il y a toujours des erreurs, mais l'année dernière, les erreurs, c'était quoi? C'était 40% de ses défenses. Là, cette saison, c'est 7 ou 8, quoi. Bon, c'est une stat que j'ai inventée, mais vous voyez l'idée. À la page, je trouve qu'il a vraiment bien réussi à s'intégrer au sein du collectif d'Indiana, même s'il fait pas les passes les plus décisives, bah, il fait tourner le ballon. Quand il y a des passes à faire, il les fait. Des choses comme ça. Et même au rebond, c'est le meilleur rebondeur d'Indiana cette saison, je pense. Je sais pas si c'est la vérité statistiquement, mais en tout cas, niveau énergie et niveau difficulté, je pense que ça l'est. Je vais te lancer, Logan, peut-être soit si tu veux rebondir sur ce que j'ai dit, soit partir sur un autre aspect de son jeu que tu as trouvé impressionnant. Là, je rebondis d'abord sur ce que tu dis. Donc, au niveau du rebond, juste la capacité de Mathurin à prendre le rebond, c'est un argument pour lui pour être titulaire dans l'équipe. Parce qu'on a un Ouais. déficit de ce côté-là du terrain. Turner, bon, il en prend, mais il n'est pas élite, tout le monde le sait. On ne parle pas de Drummond, bien sûr. Siakam aussi, on prend. Mais Nembhard, Nesmith, c'est pas du tout leur domaine, j'ai envie de dire. Mathurin, putain, surtout défensif. Parce qu'on a, comme je l'ai évoqué en début de podcast, on a vraiment un petit souci sur le rebond offensif, un gros souci même. Mais défensivement, il est vraiment à la lutte et il nous permet de ne pas sombrer de ce côté-là. Et je sais qu'il peut en prendre offensivement parce que il a tout ce qu'il faut en fait pour reprendre. Mm. Et il en prenait plus dans ses 2 premières saisons. Mathurin, au niveau du rebond, il est incroyable. Tu parles du rebond de Mathurin, mais en vrai, quand tu vois la différence quand tu passes de Nesmith à Mathurin, waouh, quoi. Parce que Nesmith, bon, il fait plein de choses bien, mais il fait 2 mètres, il fait 1m88, 2 mètres, je sais plus, et il prend pas un rebond, quoi. Donc là, quand tu passes à Mathurin, qui chaque match s'en prend entre 6 et 8, rien qu'en regardant le match, tu sens la différence, quoi. Tu vois qu'il y a des trucs où il va chercher le ballon, il va plus haut, qu'il y a des trucs, des ballons qui étaient pas loin de devenir un rebond offensif pour l'adversaire, qui deviennent directement des rebonds défensifs. Donc là, ça fait du bien, quoi. Le rebond, je trouve que c'est vraiment quelque chose. Ça paraît anodin, mais ça fait vraiment du bien. Mm. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, on est obligé d'évoquer son scoring. La statistique qui me met dans tous ses états, c'est sa réussite au cercle cette saison. Donc, Oh, que ce soit en waouh. podcast, que ce soit sur Twitter, on l'a évoqué 1001 fois. Si Mathurin arrive à débloquer l'efficacité sur les tirs au cercle, parce que pour vous remettre le contexte, hop, je me remets devant. Pour remettre le contexte, donc Bénédicte Mathurin prend énormément de tirs au cercle, c'est quasiment la moitié, hein. Donc en saison rookie, il prenait 44% de ses tirs au cercle, on approche des 1 sur 2, hein, littéralement. Son année sophomore de l'année dernière, il en prenait 40%. Là, il est un petit peu remonté à 43% du coup. Donc littéralement, cette saison, c'est 45 tentatives sur les 136 tirs qu'il a pris cette saison. Donc C'est pas mal. 43% de tentatives pour 69% d'efficacité. C'est super. Là où en année rookie, il était à 59, donc vous dites 10%, c'est pas énorme. Si, c'est énorme, vraiment, je vous assure, à ce niveau-là, c'est énorme. L'année Ouais. dernière, il était qu'à 53%.
il était au 12e centile, hein, pour tout vous dire. En gros, il était plus efficace que 12% des joueurs à son poste sur les tirs au cercle en termes d'efficacité. Là, il est 90% qui étaient plus efficaces que lui, quoi. c'est Donc ça toute la exactement. ligue était meilleure que lui, enfin. En tout cas, parmi les joueurs à son poste, tout le monde était meilleur que lui au cercle, sur la réussite. C'est ça, exactement. Là, il est 62e centile, donc il est au-dessus de la moyenne, mais Mm. 69, c'est un super chiffre, hein, pour un joueur de son gabarit. Et bien sûr, ce qu'il faut mettre en corrélation, c'est sa capacité à provoquer la faute. C'est un malade mental. Voilà. À chaque fois, donc, encore une fois, je l'ai évoqué, un tir sur cinq, faute. Là, au moment où on parle, il a 22,1% de shooting fall percentage. Donc, sa capacité à provoquer la faute sur tir uniquement, hein. Attention de nuance, vous savez, les fautes, quand il y a égalité, ça fait faute, etc. Ça compte pas. Sa capacité à provoquer les fautes sur tir uniquement, il a 22,1. Donc, c'est encore plus que 1 sur 5 maintenant. Il se rapproche Mm. des 1 sur 4, hein, s'il continue, hein. Il est au centième centile relatif à son poste. C'est n'importe quoi. Et au niveau du coup de toute la NBA, c'est au-dessus de lui, il y a Nick Richards qui n'a pas tant de responsabilités, hein. Il a joué Oui. 137 minutes. Luke Cornett, pareil. Jonathan Mogbo, pareil. Zion Williamson, là ça commence à être conscient, mais Zion, il est Ouais. réputé pour ça. C'est Zion, il historique, a Zion. 25,4%. Zion Williamson, 2 mètres, 130 kilos, hein. D'accord? Bah, Zion, c'est le seul C'est moyen de le pas. stopper, faire des fautes. Donc c'est Voilà, normal qu'il soit aussi exactement. haut, quoi. Au-dessus de lui, on a Paolo Banchero, un monstre physique à 24%. André Drummond, 22,8. Giannis Antetokounmpo, 22,2. Et hop, Bénédicte Mathurin, le seul joueur de moins de 2 mètres qui vient s'incruster là, il- avec son petit gabarit, etc. Il est musclé, hein, mais on vient de parler de Ouais. Giannis Antetokounmpo, de Zion, de Paolo Banchero, et lui, il arrive à provoquer la faute de manière magistrale à chaque fois. Et vu qu'il est intelligent, il fait que de driver, ce mec-là. Mais quand il shoot, j'ai envie de te laisser parler du shoot, carrément. Il est trop Bah, fort. bah, attends, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites, peut-être que c'est toi qui reviendras, mais moi j'ai quand même envie de rebondir aussi un peu là-dessus. T'as l'impression que c'est un gars qui a grandi en regardant James Harden Prime, quoi, parce que sur tout ce qui est jeu en isolation, tout ce qui est aller chercher les fautes, il est vraiment absolument élite. Et même, je pense que la réussite au cercle, c'est probablement, parmi tout ce qu'on peut voir cette saison côté Indiana, c'est probablement la meilleure nouvelle. Le fait que Mathurin soit devenu aussi efficace au cercle. Je pense qu'il y a plein d'autres aspects qu'on pourrait parler, mais je pense que pour Indiana, c'est la meilleure nouvelle possible de toutes celles qui vont arriver cette saison. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Et qui pour lui, rien que le fait d'avoir ça, bah, ça le fait passer tout de suite dans une autre dimension. Je pense qu'on l'a vu. Ouais. Donc oui, au cercle, il est devenu très correct. À mi-distance, il est toujours très confiant. Et puis à 3 points, j'ai pas les pourcentages, mais c'est m'a regardé, mais il est à 50% cette saison, quoi, sur un volume de 4 tirs à 3 points par match, avec dedans des pull-ups. Donc pull-ups, c'est quand tu prends des tirs en sortie de dribble, quoi, qui viennent pas d'une passe, donc c'est les tirs qui sont super compliqués. Hier, on l'a vu s'enflammer en jouant des 1v1 contre Brunson, mais aussi contre Luka Doncic en fin de match. Le gars, il le prend 1v1, il fait 3 dribbles et il lui met un panier sous la tête. Euh, on sait que Bénédicte Mathurin marche à la confiance, mais là, il a une confiance, mais il faut l'arrêter, quoi. Vraiment. Mais là où moi j'ai envie de. Je trouve qu'il y a un vrai progrès offensivement, c'est que j'ai l'impression que maintenant, Bénédicte Mathurin, c'est plus juste des flashs de confiance. J'ai l'impression qu'il a réussi à stabiliser son jeu offensif d'une manière qui soit un peu pérenne, quoi. Je veux Mm. dire que même quand il n'est pas forcément dans la meilleure confiance, il arrive à trouver ses tirs. Il arrive à aller chercher les lancers francs, il arrive à contribuer positivement, et il repose plus uniquement sur ses coups de confiance monumentale qu'il pouvait avoir l'année dernière. Parce que l'année dernière, c'était encore un joueur qui était un peu irrégulier. Là, cette saison, il n'y a pas un match, je crois, où il finit sous les 15 points. Donc je trouve que même offensivement, il y a eu un vrai step où c'est plus juste de la confiance, c'est aussi de la connaissance, de la reconnaissance de Mm. situation, de l'intelligence de jeu. Alors que la saison rookie, c'est juste, il fonçait dans un mur et il a cherché des lancers francs, quoi. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Là où je dirais que le jeu de Pascal Siakam, par exemple, il est optimisé. Donc c'est un peu moins de responsabilité qu'à Toronto, mais un gap d'efficacité. Là, je parle vraiment d'optimisation. Là, pour Mathurin,
son jeu, il est épuré en fait. Tous les défauts Ouais. qu'il pouvait avoir au niveau du coup de son année rookie, sauf au mort. Et là, un gros félicitations au staff de Rick Carlisle et Rick Carlisle en lui-même, où on l'a souvent dit, hein, il, euh, il le punissait tout simplement quand il faisait une erreur. Et là, on a Mm. l'impression que c'est en train de porter ses fruits, mais vraiment, Bénédicte Mathurin, il est épuré, il ne force. Là, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui ne force rien du tout. Et quand on voit ça, on parle d'années d'explosion. On en a vu maintes et maintes fois dans l'histoire de la NBA. Là, Bénédicte Mathurin, sur les 10 premiers matchs, ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment l'année de l'explosion, pour moi. Mm. Un bon candidat Maypil, hein. Mais Oh oui. moi, j'ai une action qui m'a marqué à cette saison, peut-être pas la plus importante côté Bénédicte Mathurin, mais c'était contre Dallas. L'attaque d'Indiana foire monumentalement sur une possession, bon ça arrive, et t'as Bénédicte Mathurin qui reçoit le ballon à 3 secondes de la fin. Au nul la ligne à 3 points. Donc c'est pas une situation optimale. Souvent on l'aurait vu peut-être essayer de prendre un tir à 3 points un peu compliqué, ce qu'il sait faire évidemment, mais là ce qu'il a fait sur cette action-là, c'est que j'ai vraiment adoré, c'est que il était à 45 degrés et il voit qu'il y a qu'il y a Andrew Nembhard dans le corner qui est un peu esselé. Et ce qu'il fait alors qu'il reste 3 secondes de jeu, hein, c'est qu'il remarque qu'Andrew Nembhard est assez seul, et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va pénétrer pour attirer le défenseur d'Andrew Nembhard. Parce que lui c'est tellement une menace quand il attaque le panier que les défenseurs ils sont obligés de se mettre à plusieurs. Et le fait d'avoir créé ce décalage, ça lui permet de faire une passe grand ouverte à Andrew Nembhard à 3 points. Et c'est un panier au buzzer quoi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce fait que maintenant, il attaque plus avec son cœur, mais avec son cerveau, quoi. Là, je me suis vraiment dit, bah, il a fait, et c'est parfait ce qu'il a fait, quoi. Il a repéré un avantage, il a essayé de l'agrandir cet avantage en écartant la défense pour servir Andrew Nembhard grand ouvert, et c'était une action où il y avait genre 3 secondes au chrono, donc il a eu vraiment une rapidité d'esprit, et c'est ça qu'on veut aussi plus voir de son côté, quoi. Se servir de ses avantages et de ses décalages pour mettre en avant d'autres joueurs. Et même si ça reste un passeur qui est, bon, assez limité. Bah, rien que voir ça, pour moi, c'est vraiment un immense step par rapport à ce qu'on avait pu voir sur les 2 premières saisons, quoi. Encore une fois, complètement d'accord avec toi. Pour accentuer sa capacité à pull-up dont tu parlais tout à l'heure, donc j'ai filtré un peu. Donc on est au début de saison, hein, les stats, c'est toujours compliqué à interpréter. Et concernant sa capacité à pull-up, que ça soit à 3 ou à 2 points, du coup tout cumulé, j'ai filtré donc les joueurs qui ont joué plus de 5 matchs et les joueurs qui en tentent au moins 2. Donc on a 111 joueurs. Au niveau du volume, Bénédicte Mathurin, c'est le 57e joueur de par les minutes aussi, hein. C'est pas quelqu'un qui en joue tant que ça. Quand on voit les Luka Doncic et tout, c'est pas du tout la même gamme. Par contre, au niveau de l'efficacité, on est 25e sur les Mmh. 111 avec 42,5% d'efficacité dans ce registre de jeu-là. C'est Donc exceptionnel. dans top Il en top prend, 20 quoi. Top 20 pour un joueur en 3e année qui a 22 ans, ah, c'est ça, c'est lourd, quoi. c'est ça, exact. Il prend 4 pull-ups par match, Bénédicte Mathurin, donc il les met à 42,5%. Je parlais tout à l'heure du post-up de Pascal Siakam, ça aussi c'est une action extrêmement rentable pour le coup. Mmh. Et pourtant, les pull-ups, c'est pas le plus simple à mettre, quoi. Donc être super rentable sur les tirs les plus compliqués du basket, normalement, c'est qu'il y a un peu de talent, quoi. Effectivement. Autre chose à rajouter pour le Tu GOAT? parlais. Bon, je pense on a fait un bon petit tour. Déjà, on a parlé des plus gros sujets, je pense, que tu as abordés. Là, on a plus de choses à dire, mais on va peut-être faire un petit dernier Les balayage des principaux. autres joueurs de l'équipe qu'on n'a pas cités pour en parler très très vite fait, hein. Même si, pour la plupart, si on n'en a pas parlé, c'est qu'on n'avait pas grand-chose à dire. Donc, ceux qu'on n'a pas cités, Miles Turner. 2-3 petits mots sur Miles Turner? Bah, Miles Turner, pour moi, exactement la continuité de la saison passée. Miles Turner, c'est pas du tout sa première saison. On va pas le réinventer. Il est super utile pour étirer le terrain. Là, il a 50% au tir sur presque 4 tentatives de loin. Donc bon, ça va redescendre, hein, sinon je signe où, dites-moi, hein. Je signe où. Mais Miles Turner, c'est bon, on a des lacunes au rebond. Ça peut lui être souvent reproché peut-être à juste titre. D'où les rumeurs assez persistantes qui, à chaque fois, mais Miles Turner reste un élément important de l'équipe, de par sa capacité à étirer le terrain, sa taille, tout simplement. C'est un joueur, Hmm. c'est bête, hein, mais c'est un joueur de 2,11 m. Et c'est peut-être un des seuls, c'est le seul de la Ruta
qui fait plus de 10 déjà. Donc physiquement parlant, Turner, c'est important pour le coup. Est-ce qu'on peut Mmh. avoir mieux potentiellement? Mais c'est dur d'avoir mieux sur le marché qu'un Miles Turner, surtout dans notre dispositif de jeu, hein. Ouais, et puis on sait qu'à quel point le spacing de Miles Turner est important pour Siakam, mais même, pour dire qu'il y a 2-3 mots sur Miles Turner, bah, comme tu as dit, hein, continuité très forte. Faut aussi dire que sur le début de saison, bah, il fait beaucoup moins de pick and roll avec Tyrese Haliburton parce que Tyrese Haliburton fait beaucoup moins de pick and roll et beaucoup moins une menace sur pick and roll, donc aussi, c'est une grosse partie du jeu de Miles Turner qui est un peu réduite, même s'il y en a toujours, hein. 3 double-doubles sur les 4 derniers matchs, donc on a vu qu'il y a des efforts au rebond. Je sais que l'équipe, c'était aussi quelque chose qui discutait beaucoup, demandait plus de miles au rebond, donc à voir si ça dure sur le long terme. Mais ouais, moi, des petits trucs que j'ai bien aimés, défense sur 4, tout ça, des matchs où, bah, il était un peu moins présent, mais bon, c'est Max Turner, tu pas forcément envie de le placer comme principal responsable d'une défaite. Mais ouais, Max Turner, plutôt satisfaction que déception, mais c'est pas non plus la satisfaction du siècle, hein. On est un peu habitué à ce qu'il soit bon comme ça. Mm, c'est ça. Ah, j'ai Donc dit 4 ensuite, tentatives par. ah, Il y a juste un petit truc sur Miles. J'ai dit 4 tentatives par match à 3 points. Non, là, il y a 5,4 pour 41% d'efficacité. Donc, il a, il est utilisé un peu plus loin que les 2 saisons précédentes. Là où les 2 saisons précédentes, il est à respectivement 30 et 31% d'efficacité, mmh, de fréquence, pardon, de tir de loin. Là, il est à 37, donc un peu plus. 41% sur 5 tentatives par match, on est vraiment dans des proportions, de joueurs qui sont considérés comme des snipers. Pour le coup, c'est vraiment un des chiffres qu'on pourrait imputer à des joueurs, des Danny Green, des trucs comme ça, quoi. Même si évidemment c'est C'est ça. des profils différentes, mais dans l'idée, c'est assez fort. Donc ensuite, bah, peut-être quelques mots sur Andrew Nembhard parce que pour le coup, peut-être une déception, mais on n'a pas pu non plus laisser beaucoup de chance, C'est ça. de jouer. Donc On... Andrew Nembhard, oui, c'est sûr que le début de saison est mauvais, hein, les tirs rentrent pas, principalement et même, on l'a vu beaucoup moins Non, pas du agressif. tout. Après, Ouais. moi je pense qu'il y a aussi une petite partie du fait qu'il a dû, jouer à côté d'un Tyrese Haliburton qui était pas du tout en forme et que l'année Mhm. dernière quand même son point fort souvent c'était jouer, en deuxième rideau. Donc quand Tyrese Haliburton qui était pris à 2, bah, c'était lui, dans Nembhard qui derrière jouait, créait le jeu, un peu tout ça. Donc je pense qu'il y a aussi un peu de ça, mais il y a aussi beaucoup de, bah, les tirs rentrent pas et la confiance n'est pas là. Je sais pas comment toi tu le vois? Oui, je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que du coup, et en fait, j'y pensais pas, mais c'est vrai que lui, il a dû jouer uniquement avec, entre guillemets, le mauvais Tyrese. Il n'a pas pu bénéficier du coup un peu de la remontada au niveau de sa forme là de l'équipe en général, même j'ai envie de dire. L'équipe est mieux, il n'en a pas profité. Au début de saison, je sais qu'il avait un peu plus de ballons, mais ça m'énerve un petit peu parce que ce que je disais, Tyrese se cachait un peu et se cachait un peu derrière Andrew et ça l'a impacté pour le coup. Là, si je regarde même, enfin, c'est surtout visuel puisque même au niveau de l'usage, c'est pas tant représentatif que ça, mais visuellement, tu as l'impression que Andrew au début de saison avait beaucoup plus la balle que Tyrese Haliburton. Bon, après, on parle quand même de 19% d'usage, hein, c'est Oui, quand c'est même ça va. intéressant pour un joueur qui joue avec Tyrese, avec Siakam, avec du Mathurin par séquence et avec du Turner aussi, hein, qui a quand même pas mal d'usage. C'est vraiment le tir qui ne transmet pas. Et je trouvais que la défense était un peu moins impériale que la saison passée, aussi, pour le coup. Mmh. Mais c'est vraiment il a joué 7 matchs, on va voir, hein. Il y a le temps, pour le coup. Donc je Oui, fais pas le procès directement. et je pense aussi qu'il y a un truc où malheureusement pour lui, en fait, quand Tyrese Haliburton n'a pas le ballon dans les mains, bah, si tu veux mettre un panier, vaut mieux le donner à Bennedict Mathurin, quoi. C'est aussi, je pense aussi un peu son début de saison en grosse, Mm. pompe qui fait qu'Andrew Nembhard est moins sollicité à la création. Parce que, malheureusement pour lui, bah, c'est plus aussi rentable et il y a des nouveaux joueurs qui amènent un aspect «plus rentable» entre guillemets du basket où, si tu veux mettre des points, bah, peut-être tu vas plus essayer de servir des Pascal Siakam ou des Bennedict Mathurin. À moins que tu aies des choses à rajouter, je vais peut-être passer au prochain joueur. Tu peux. Après, voilà, hein, moi, on va commencer à parler des Tiny McConnell. Mais moi, j'ai rien de spécial à dire, hein. Début de saison, assez correct comme d'habitude. Les pourcentages au tir sont absolument monstrueux, hein. J'avais vu un tweet, de NBA University, donc qui est très stat avancé, qui disait que
cette saison, le joueur le plus adroit dans la raquette de toute la ligue, c'était TJ McConnell. Donc plus adroit que tous les pivots, que tous les grands gaillards, c'est un petit mec tout maigre qui court partout. Qui est le plus adroit dans la zone la plus dangereuse du basket, quoi. Donc pour le coup, très adroit, mais sinon, rien à dire, TJ McConnell, c'est TJ McConnell, quoi. Des humains pensent qu'on va les changer, hein. C'est jamais de la vie, hein. Les Américains voulaient le trade. 77% au tir au cercle. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est son record en carrière pour l'instant. La saison passée c'est était le record de exceptionnelle l'histoire de la déjà. NBA, je pense, hein, pas loin. Relativement à sa taille, clairement. Il n'y a pas de débat, je pense. Là, TJ McConnell, c'est le backup par excellence. Il continue à le prouver. Il a eu une extension cet été à juste titre. Il est en train de nous prouver que on l'a bien fait pour le coup. Il est en train de nous dire merci là. Il est exceptionnel. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur TJ McConnell, hormis que Ouais. c'est le meilleur meneur backup de la ligue depuis 2-3 ans, je pense, hein. Il avait battu avec Tyus Jones pendant un moment. Mais il est incroyable. Let's go TJ. Oui. Et puis, il faut dire que bon, un match où il est pas là contre Charlotte, on a vu le résultat que ça donnait, surtout sur le banc. C'est quand il est pas là qu'on voit à quel point il est important dans l'équipe, quoi. Ensuite, qui en a d'autres? Obi Toppin, des petites choses à dire? Moi, j'ai vraiment plutôt bien aimé son début de saison, même si c'était pas le plus flamboyant. Je trouvais qu'il avait bien réussi à trouver leur offensif, qui était peut-être un peu au-delà du juste catch and shooter, avec des bons cuts, des bonnes dispositions. Mais sinon, c'est très normal. Ouais, c'est pareil. Il est un peu moins efficace la saison passée, mais l'année dernière, il était élite en termes de finisseur d'action. Donc, si ça se calme, j'ai envie de dire, c'est un peu logique. Mais on parle toujours de 10 matchs, donc même 9 pour lui, je crois, si il a raté le dernier, du coup. 9, oui. Et ouais. Mais Obi Toppin, pareil, dans la continuité de la saison dernière, c'est pas un créateur, c'est pas un bon défenseur, c'est un top finisseur d'action, mais c'est ce qu'on lui demande. Et il est payé pour ça et il le fait très bien. Donc excellent, Voilà. super joueur en sortie de banc, qui fait partie de l'énorme profondeur de banc que les Pacers disposent. Donc super, continue Obi. Ok, bon après, on va pas prendre de temps pour parler de Wiseman ni d'Isaiah Jackson parce que bon, ils ont pas joué, on va pas se mentir. C'est ça. Puis, est-ce que j'en oublie un? Peut-être, moi j'ai envie de parler de Quentin Jackson, évidemment, parce que un joueur que j'adorais l'année dernière, mais en fait, c'est vraiment l'année dernière, moi je le disais, hein, c'était un des joueurs les plus fun de la ligue, sauf qu'il met aucun panier, quoi. Et là, cette saison, on l'a vu commencer à mettre des paniers, et tu te rends compte que, en fait, quand t'as un joueur aussi fun que ça, qui commence à mettre des paniers, dès que tu le vois rentrer sur le terrain, t'es content, quoi. Défensivement, là, il fait du boulot. Ouais, c'est C'est vraiment. Vas-y, je te laisse finir, mais. ah ouais, non. De toute façon, moi, je le tweetais sur mon compte personnel basket. Pour moi, Quentin Jackson, c'est vraiment Edmond Sumner, mais avec encore plus de TNT dans les jambes, quoi. Ah, c'est dur de faire plus, hein. Edmond Sumner, quand il partait en vitesse, Ah il avait ouais. l'allonge et tout en plus, là, c'est. Arrêtons de parler de lui, j'ai la nostalgie déjà, voilà. On en reparlera peut-être encore un peu plus tard. C'est ça. No, Kenton, très rapidement, bon, c'est pas un joueur sur qui on va se baser, hein. C'est un joueur de 26 ans. Il est là, il pallie aux absences en ce moment, parce qu'on a pas mal d'absences. Il m'a impressionné défensivement pour le coup, surtout dans sa navigation d'écran Mm. et sur l'homme aussi. Je, J'avais plus ce souvenir là, parce que je le vois extrêmement peu, hein, pour tout vous dire. Et c'est normal, il joue pas. Mais défensivement, j'ai fait OK, putain, OK, d'accord. Et après, bon, offensivement, c'est très relatif, hein. Quand ça rentre, on est content. Voilà. Comme tu l'as dit, quand ça rentre pas, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. J'avais juste un truc à dire. Je l'ai tweeté hier, mais Quentin Jackson a fait quelque chose défensivement qui m'a juste halluciné. Hier, il y avait une possession où, fin de possession pour les Knicks, donc il reste 3 secondes, et Jalen Brunson a la balle en main. Donc Jalen Brunson, il voit qu'il a un petit avantage, il commence à driver, et il est défendu à ce moment-là par Enrique Freeman. Donc Enrique Freeman, bon, il est assez mobile, mais normalement, il n'arrive pas à rattraper Jalen Brunson qui pénètre pour attaquer le cercle. Et ce que fait Quentin Jackson, qui était à côté d'Enrique Freeman, c'est qu'il le pousse dans le dos,
Quentin Jackson pousse Enrique Freeman dans le dos pour lui donner de l'élan et le faire rattraper Jalen Brunson en défense, qui du coup est obligé de prendre un tir casse-croûte à la fin de l'horloge et rate le tir. Et je sais pas, mais juste ce fait de pousser Enrique Freeman dans le dos pour une l'élan, moi c'est quelque chose. Pour moi, ça résume totalement Quentin Jackson, quoi. C'est genre cette folie-là, cette énergie, vraiment une action qui m'aura marqué, incroyable. C'est rare de voir des bêtises de ce genre qui sont utiles. Donc C'est vrai que c'est pas commun. Ouais. c'est la D-League Energy, donc c'était super. Ouais, je pense qu'on a fait un très bon tour du Ouais. coup de l'effectif, de l'équipe de ces débuts de saison. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. On était super excités du retour de la NBA, parce Ouais. que bon, on est content que l'été arrive, mais on est un petit peu triste, on voit pas de basket. Heureusement qu'il y Mm. avait JO pour compenser un peu le tout avec l'équipe de France. Mais 10 matchs, 10 premiers matchs, un bilan à l'équilibre, des bonnes choses, des moins bonnes choses, comme on l'a dit. Hâte de voir les 72 prochains, quoi. Et Ouais. on va avoir du mieux, j'en suis sûr, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui vont aller dans ce sens, je pense. Oui. Ouais, c'est toujours compliqué pour un début de saison de se baser sur seulement 10 matchs pour commencer à creuser des vrais points problématiques ou des vraies choses. Donc là, c'est un petit podcast, on profite, on se retrouve tous avec nos petits chocolats chauds là pour parler des premiers matchs, réagir sur les coups d'émotion et puis c'est parfait. Pour conclure, moi j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, peut-être de l'habituel quiz, même si on n'a pas tant fait que ça, mais c'est souvent un peu ce qui se fait en fin de podcast. Moi j'ai un peu envie de voir où sont les joueurs, les anciens joueurs d'Indiana, parce que Indiana, ça a quand même cette particularité souvent de recevoir des joueurs qui restent 2, 3, 4 ans, qui s'installent un peu, et c'est toujours un peu un moment assez cool d'aller voir ce qu'ils deviennent dans la nouvelle équipe, comment ça se passe et tout. Donc je suis allé un peu creuser, un peu repérer les anciens joueurs d'Indiana, les plus importants, les moins importants, pour voir ce qu'ils deviennent et où ils sont aujourd'hui. Donc je me suis plutôt concentré quand même sur les joueurs qui étaient là l'année dernière. Donc évidemment, la plupart des joueurs d'Indiana l'année dernière ont été re-signés, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais on pourrait parler de Jalen Smith. Donc Jalen Smith, qui a signé au Chicago Bulls. Et je ne sais pas si toi, tu as pu voir beaucoup d'extraits, Logan, ou si tu as un petit avis de comment ça joue du côté des Bulls. Franchement, non. Honnêtement, je vais Non, être tu sais pas transparent, non, trop. pour le coup. Non, du tout. J'ai pas vu Et les bah, Bulls encore cette saison. J'ai vu beaucoup d'équipes, mais pas les Bulls encore. on est quand même sur une grosse continuité. Pour le coup, Jalen Smith, très complet, toujours avec ses 9,5 rebonds, et surtout toujours avec 41% au tir, à 3 points. Donc c'est un joueur qui s'est un peu plus spécialisé sur le tir à 3 points. C'est-à-dire que là, il prend 50% de plus de tirs à 3 points. Donc c'est quand même, il commence à tirer un peu plus. Il est sur 4 tentatives par match à 41%. Donc on est sur un bon petit début de carrière et je suis allé un peu lurker, un peu, comment on dit, stalker les comptes Bulls français sur Twitter pour voir un peu ce qu'ils en pensaient et la plupart sont assez contents. Donc la plupart étaient assez élogieux sur Dylan Smith, donc je suis content de voir que bah, sa saison passée, c'était pas juste un coup de chaud, et que finalement, avec Chicago, ça se passe plutôt bien. Les gens sont contents. Il tire toujours aussi bien sur des plus gros volumes, donc ça se passe vraiment bien pour lui. Malheureusement, Vucevic a décidé d'être un demi-dieu sur ce début de saison, donc il gardera son rôle de remplaçant, mais ça fait plaisir à voir. Donc voilà, Dylan Smith, c'était un peu le plus évident. Mm. Ouais, je Et suis en train de bah, regarder en même temps que tu parles. Je vois que ouais, ouais, du coup, sur les 3 dernières saisons, 34% de fréquence à 3 points. Donc quand il est arrivé chez nous, et enfin l'année 2022-2023 et 2023-2024, 34% de fréquence de tir à 3 points. Et là, il a donc un tir sur 52. Donc trois à long. c'est Ouais. ça. Là, Billy Donovan, sur les 15 minutes par match, tu shootes à 3 points. Un tir sur Et il deux, shoot c'est à bien. 3 points. Et comme tu l'as dit, avec ouais, 41% d'efficacité. Donc super. À voir défensivement, du coup, j'ai pas le visuel et c'est difficile de se baser sur les stats pour en parler. Et ça serait un peu triché du coup. Bah, je suis passé au second joueur. Moi, le deuxième joueur où j'étais très curieux de voir ce qu'il était devenu, parce qu'on n'a pas trop parlé, mais Oscar Tshiebwe. Est-ce que tu sais où est Oscar Tshiebwe à l'heure actuelle? Euh, je crois qu'il est en Ah, two-way contract chez le Jazz,
quelque chose Et comme ça? oui, bravo. Voilà, moi C'est ça? j'aurais pas Ok. pu le retrouver, il était en two-way contract Jazz, donc two-way contract, c'est-à-dire que si l'équipe du Jazz en a besoin, ils peuvent l'appeler et donc il va jouer les matchs NBA, un peu comme ce qu'il était avec les Pacers pour le coup. Mais voilà, donc malheureusement pour lui, il a pas eu l'occasion de jouer de match du Jazz, mais la G-League a repris hier, je crois, ou avant-hier, et Oscar Tshiebwe joue en G-League, et évidemment. Essaie de deviner sa ligne de stats, juste par curiosité, dis-moi à ton avis. 20-20. Il est en 16-15, voilà, 16 points, 15 rebonds, donc la classique d'Oscar Tshiebwe. Et C'est dingue. il y a un autre joueur qu'on connaît très bien, enfin très bien, c'est un grand mot, mais qui joue avec Oscar Tshiebwe au Salt Lake City Stars, c'est Isaiah Wong. Les deux Ok. sont partis du côté du Jazz, qui pour le coup lui a fait un match à 11 points, 4 rebonds, donc c'était assez tranquille, dans une défaite assez large contre l'équipe des Lakers de Bron James. Mais voilà, du coup, ça fait plaisir de voir que les deux sont toujours du côté de la NBA, pas très loin, et que Oscar Tshiebwe, on a de grandes chances de le revoir sur un terrain NBA aussi un jour ou l'autre, pendant qu'il devient, comme je l'avais pressenti, le meilleur joueur de l'histoire de la G-League. C'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. J'avais l'info pour Oscar parce que je m'étais renseigné du coup sur sa situation quand Isaiah Jackson s'était blessé à la suite de Ah oui. Whiteman, du coup pour avoir un troisième pivot. Du coup, je me demandais ce qu'il devenait et j'avais retenu l'info. J'ai hésité un petit peu, mais ouais, tu Ah, m'as confirmé que c'était bon du coup. Two-way oui. chez le Jazz, effectivement. Ensuite, pour rester un peu sur les très récents, je suis allé voir Doug McDermott. Donc, est-ce que tu sais où est Doug McDermott à l'instant aussi? Grosse question, ça. Alors, je sais qu'il avait signé. Et attends, il a signé. Je sais qu'il a signé à l'Ouest, je suis quasiment sûr. Ouais. Il y a une petite logique derrière la signature. Remplacement d'un shooter, je crois. Hmm. Mais Si je t'as sais pas, je vais plus. te le Non, dire. je sais plus. Il a signé aux Kings pour aller reformer le duo iconique Oui, avec voilà, Domantas Sabonis, qui était absolument c'est létal ça. quand il jouait à Indiana. Et pour l'instant, bon, Et c'est aussi pour c'est... le. Désolé, je te coupe. C'est Oui, aussi vas-y, pour le vas-y. remplacement du coup de Sacha Vedenkov, qui est parti lui chez Oui, les c'est Lakers ça. et qui était une sacrée gâchette aussi. Vas-y. Mais oui, après, pour le coup, pour l'instant, c'est assez mitigé. Il a joué 6 matchs en moyenne 7 minutes, hein, donc un petit temps de jeu, mais le tir ne vient pas, il est à 30% de loin, et il prend quasi exclusivement des 3 points, quoi. 90% de ses tirs, c'est des tirs à 3 points. Ce qui est encore plus que ce qui c'était là à Indiana. C'est assez extrême. Donc, 90%. il attend que ça rentre, mais il prend que des tirs à 3 points et ça rentrera un jour, et on espère pour lui que ça marchera. Après, il a du temps de jeu. C'est pas un joueur qui fait les fondements, il joue pas beaucoup, mais il joue. Sur certaines situations, certaines D'accord, séquences, ok. c'est Doug Madabot, hein, parfois tu peux avoir besoin de shooters ou pour finir des cartons ou des systèmes. Donc, j'ai l'impression qu'il pourrait continuer d'être utilisé côté Sacramento, ou alors donner des leçons de tir à Kevin Werther, je sais pas s'il joue toujours, ou à Keegan Murray. Mm. Et le dernier joueur que j'avais où j'ai vraiment des informations dessus, c'est, on en a parlé tout à l'heure, Edmond Sumner. Est-ce que tu sais ce qu'il devient, toi? Europe, la dernière nouvelle, je Non. crois. Ah non. Ou je dis une connerie. Non, il était en Je sais Europe pas il y alors. a un an, il me semble. Et maintenant, il est parti en Chine. Voilà. Donc, Oui, voilà, je crois. il s'amuse bien en D'accord, ok. Chine parce que je te laisse à peu près les moyennes du joueur. Actuellement, en Chine, il a 33 points de moyenne, 5 rebonds, Putain, 6,5 passes. Et son dernier petit match qui avait lieu il y a moins de 10 jours, il l'a fini en 43 points, 4 rebonds, 11 passes. effectivement, il Voilà. Donc, s'amuse bien. il s'amuse bien en Chine. C'est une star de son équipe. Et ça tourne plutôt bien. Donc voilà. Un joueur qui est chouchou d'après tout le monde, ça fait plaisir de le voir de retour démolir des défenses adverses. Eh ben, très Et bien, très bien. Mais il y a quand même un joueur. Enfin, moi, du coup, j'ai les infos que sur un, on n'a pas évoqué encore. ah, Le Buddy Bucket chez les c'est Warriors. vrai. Mais Quelle saison. moi, du coup, j'ai vu, mais il est impressionnant début de saison. La complémentarité avec l'équipe, elle est super. Son jeu off-ball, il est mis en valeur. Il arrose, il allume le cercle de la bonne manière, hein, parce que il est ultra efficace en ce début de saison. Ouais.
lui aussi, hein, il a près d'un tiers il est à 48% en fréquence de. Ah non, pardon, ça c'est l'efficacité. Mais oh là là, il a 64% en fréquence de tir à 3 points pour 48% d'efficacité. Donc il est élite plus plus dans ce domaine-là. Il Bah, fait un super début de saison, hein, l'ami Buddy en sortie de oui. banc. Il a fait qu'un Ah match oui, oui. titulaire, mais 25 minutes de moyenne, quoi. C'est un énorme remplaçant. Ça fait trop plaisir de le revoir comme ça. Après, moi, j'ai toujours été au premier rang du fan club de Buddy Hield, hein, même l'année dernière, je vantais encore ses mérites et tout ça, parce que moi, je trouve que c'est un joueur exceptionnel. Mais ouais, ça fait trop plaisir de le voir là, retrouver aussi sa splendeur pour un joueur qui était considéré par beaucoup comme injouable, comme inutile, comme qui savait pas défendre. Et là, le voir juste attaquer le cercle, montrer toute son étendue de ses talents dans une équipe aussi hype que le voir, ça fait trop du bien, quoi. J'aurais été triste de voir sa fin de carrière dans un déclin un peu triste, dans des équipes où ça se passe pas bien. Là, je me dis que il relance encore On une va fois sa pas carrière, citer quoi, de nom. donc c'est super. Ouais. On va pas citer de nom d'équipe. Non, c'est vrai qu'il est Puis, super bien chez les Warriors pour le coup, avec Steph qui a une telle gravité et du coup Buddy aussi, qui remplace littéralement Clay dans ce mmh. domaine-là. Et avec le passing des joueurs comme Draymond, etc., il s'éclate. Ça fait plaisir. Puis, pour finir, peut-être, sur une note un peu plus, inconnue, mais il y a aussi, par exemple, moi, je me suis intéressé aussi à O'Shea Brissett, parce que c'est quand même un joueur qui était un sacré chouchou côté Indiana et O'Shea Brissett, pour le coup, est-ce que tu sais où il joue? Je sais même pas si il a un contrat pour le coup. Tu as bien compris ma question piège, parce qu'actuellement, il n'est pas sous contrat. Voilà, D'accord, c'est, ok. purée, tu fort, hein, parce que j'ai voulu te piéger, tu pas tombé dedans. Non, non, pour le coup, Non, il n'est mais pas sous contrat. je sais pas du tout, ouais, effectivement. Il y avait des grosses rumeurs, il y a pas si longtemps, il y a un mois ou 2 concernant, potentiellement la Serbie, jouer en Serbie à Zagreb. Non, pas à Zagreb, pardon, à Belgrade, à l'Étoile Rouge de Belgrade. Je sais que moi, ma vidéo que j'avais faite sous les highlights de Shea Brissett, il y a un an, donc pour la saison 2022-2023, elle a recommencé à faire beaucoup, beaucoup de vues et principalement par des Serbes, donc je pense que là-bas, il y a une petite hype sur Shea Brissett. Mais toujours et il ne se passe rien, il a pas re-signé, donc je serais pas étonné si O'Shea Brissett attend peut-être, qu'on lui redonne une chance à NBA un petit peu avant de partir en Europe ou ailleurs. Et est-ce qu'il y aurait pas peut-être un petit espoir à Indiana? Je sais pas si Indiana a besoin d'ailier, avec toutes ses blessures et récupérer un ailier qui puisse défendre et faire de la besogne, peut-être que ce serait une piste intéressante. Est-ce que ça te tenterait un petit retour d'O'Shea Brissett, côté Indiana? C'était je sais plus si je l'avais mis en place dans ma shortlist là pour un 15e spot, on va dire. Parce qu'on a pu parler de Mais beaucoup de joueurs, après, mais j'ai pas vu beaucoup ressortir. ouais, c'est un joueur de taille, donc c'est un peu ce qui nous manque par moment. Surtout sur le poste 3, on passe vraiment du style, tu sais, 1m96 à 2m4, Ouais. tu vois. On n'a pas le 2 mètres comme Moshe, quoi. C'est un joueur de transition qui connaît la maison. Bon, après, est-ce qu'il va avoir du temps de jeu? Je pense pas, parce que les rotations sont quand même bien implantées de notre côté. Mais bon, ça reste un chouchou, hein. Un petit Mmh. peu, je vais pas le comparer à la laine Stevenson, quand même. Mais ça ferait plaisir de le revoir, ouais. Maybe, Voilà, non, j'avais juste envie de on finir un sait peu sur pas. cette note-là parce que il est libre, il y a de la place. Peut-être qu'un retour, en tout cas, si c'est pas Indiana, j'espère qu'il retrouvera une place en NBA, parce que je pense qu'il peut contribuer, ou sinon, on espère tout le bonheur en Europe, vu qu'il y a l'air d'avoir des grosses rumeurs en Serbie, en tout cas. Et ben voilà, moi, c'était tout pour cette petite période, merci beaucoup de nous avoir écoutés, je pense. Je pense qu'on peut conclure, sauf si tu avais des petits mots à rajouter, toi, de ton côté, Non, je pense que pour du coup le premier épisode de la saison 2 de Spacer Squad, on a fait un bon petit tour, hein. Ouais, Et donc on va faire notre petit montage tranquillement maintenant pour vous proposer. Bah du coup vous l'avez déjà écouté, le un petit podcast sympathique. Mais en tout cas on oui, sera de retour de manière mensuelle, hein, comme dit, pour mmh, l'épisode 2 du Spacer Squad. Donc à très excellent. bientôt et bonne continuation à toutes et à tous.